Les gens doivent comprendre qu'en plus du massacre à Gaza et du nettoyage ethnique en Cisjordanie, il y a aussi le fascisme grandissant au sein de la société israélienne. Des milliers d'individus font partie de milices fascistes d'extrême droite, et ils sont armés. Ils utiliseront leurs armes, et ils les utiliseront contre nous. Cela pourrait arriver demain, dans un mois, ou après les élections si la droite perd. Ils n'accepteront pas la défaite. Nous sommes au bord d'une guerre civile. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis rejoint par un politicien extraordinaire, le docteur Ottar Kazif, qui est également un universitaire avec un doctorat en philosophie politique de la London School of Economics et un ardent défenseur des droits des Palestiniens. Il est aussi membre de la Knesset, le Parlement d'Israël. Le mois dernier, il a été suspendu pendant 45 jours de son siège pour avoir appelé l'horreur à Gaza par son nom, la comparant à la solution finale des nazis pour les Juifs. Le docteur Kazif a également averti à plusieurs reprises du danger que l'emprisonnement de facto des Palestiniens dans la bande de Gaza puisse finalement conduire à une tragédie comme celle du 7 octobre. Docteur Kazif, des voix pour une véritable paix comme la vôtre sont une lumière au bout d'un très long tunnel sombre. Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous remercie pour les compliments. Avant de commencer, je comprends que vous retournerez à la Knesset la semaine prochaine après la levée de votre suspension. Je ne veux pas que cette interview vous cause des problèmes supplémentaires. Donc, si je vous pose une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, n'hésitez pas à le dire. Nous avons réalisé qu'en Israël, même les Juifs ne sont pas libres de contester le récit dominant. Oui, c'est vrai. Je veux dire, saper l'hégémonie actuelle est plus dangereux qu'avant. Mais je ne reste jamais silencieux. Alors, posez-moi toutes les questions que vous voulez, et je répondrai aussi franchement que possible. Je suis très heureux de l'entendre. Alors, docteur Kazif, ma première question vous est adressée personnellement. Comment allez-vous? Comment se passent les choses pour vous en ce moment? Avez-vous été menacé? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Au-delà des difficultés politiques et sociales, j'ai personnellement souffert de la perte d'une très bonne amie qui, avec son mari, a été assassinée par le Hamas. J'ai également eu des connaissances qui ont été touchées. Par exemple, il y a des années, j'ai vécu dans un kibboutz qui a été attaqué. Bien que je n'en fusse pas membre, je connais encore certains de ses membres. L'un d'entre eux, qui était politiquement associé à nous, a été enlevé avec sa femme. En tant que professeur dans un collège local, je connaissais des ouvriers, des professeurs, des étudiants et d'anciens étudiants qui ont été tués. Beaucoup de ceux qui ont été assassinés ou enlevés par le Hamas étaient également des militants contre l'occupation et le siège de Gaza, ce qui ajoute une ironie tragique à la situation. Je connaissais pas mal de gens qui ont été tués ou enlevés, et ce n'est pas facile sur le plan personnel. Je connaissais aussi certaines des personnes qui ont été tuées à Gaza. Donc, à titre personnel, ce n'est pas facile. Et en tant que politicien, c'est très difficile parce que nous avons été attaqués par les voyous vicieux du Hamas. Mais maintenant, Israël riposte par ce qui ne peut être décrit que comme un massacre. Je continuerai à qualifier les actions d'Israël à Gaza de massacre parce que c'est ce que c'est. Moralement et en tant qu'être humain, c'est une catastrophe. Cependant, nous poursuivons notre lutte, Palestiniens et Juifs ensemble dans mon mouvement politique, pour aspirer à un avenir meilleur pour tous ceux qui vivent ici et au-delà. Nous sommes le 28 novembre. À ce jour, le bilan officiel des décès du côté israélien depuis les événements du 7 octobre est d'environ 1200 personnes. À Gaza, nous savons que déjà 15 000 personnes sont mortes. Ce nombre va probablement augmenter car la situation humanitaire est plus que catastrophique, bien qu'un cessez-le-feu soit actuellement en place. Absolument. Concernant le cessez-le-feu, pensez-vous qu'il a une chance de tenir et de devenir quelque chose de durable? Ou pensez-vous qu'aussitôt que tous les otages seront libérés, Israël reprendra les hostilités? Malheureusement, je pense, et je crains qu'Israël continue ses actions même sans libérer la plupart des otages. Comme nous le savons, l'accord de cessez-le-feu qu'ils ont atteint n'implique pas la libération de la majorité des otages, mais seulement de certains d'entre eux.
Bien sûr, je soutiens pleinement la libération des otages, et moi, ainsi que mes compagnons, avons appelé à la libération de tous. Cela signifie un échange d'otages et de prisonniers palestiniens contre ceux détenus à Gaza par le Hamas. C'est la bonne chose à faire. C'est la chose morale à faire. Malheureusement, la dernière chose que nous pouvons dire du gouvernement israélien, c'est qu'il est moral. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il adhère au cessez-le-feu. Je crains que dans quelques jours, l'assaut sur Gaza ne reprenne. Le nombre de morts, comme vous l'avez justement dit, augmentera non seulement en raison du renouvellement potentiel du bombardement israélien, mais aussi parce que, comme vous l'avez mentionné, les conditions à Gaza sont inhumaines. Le manque d'eau, de médicaments, de carburant et de nourriture, et la famine à Gaza, en font un ghetto. Cela a été un ghetto depuis le début du siège. Et bien sûr, la situation catastrophique ne cesse de se détériorer. Donc, je crains que le nombre de morts augmente. Et n'oublions pas qu'il a été récemment rapporté dans The New York Times, ainsi que dans le journal Haaretz, que la grande majorité des victimes sont des enfants et des femmes. Donc, quiconque dit qu'Israël ne cible que des terroristes du Hamas ment, est ignorant ou simplement aveugle. La grande majorité de ceux qui sont visés, et la grande majorité des victimes dans ce terrible conflit des deux côtés, sont des civils innocents. La violence en Israël et à Gaza doit cesser. In Israel and in Gaza, it must be stopped. L'ensemble du principe du droit international humanitaire et des règles de la guerre est d'identifier des individus spécifiques qui ne doivent pas être attaqués, quelles que soient les circonstances. Les civils, les enfants et les femmes ne doivent pas être pris pour cible. Il en va de même pour les hôpitaux. Ils ne doivent pas être attaqués en aucune condition. Pourtant, ces violations continuent de se produire, et il semble qu'Israël se livre à de telles actions avec l'approbation apparente du public, tant en Occident qu'en Israël même. Quelle est la rhétorique ou le récit utilisé en Israël pour justifier ces actions auprès de sa propre population? Tout d'abord, vous avez tout à fait raison. J'attribue la responsabilité du massacre à Gaza non seulement au gouvernement israélien, mais aussi à la communauté internationale dans son ensemble. Bien sûr, certains s'y opposent, et je les félicite. Mais malheureusement, comme vous l'avez mentionné, la plupart des pays occidentaux, dirigés par les États-Unis, soutiennent inconditionnellement le gouvernement israélien. Je tiens à souligner que c'est le gouvernement israélien que je mentionne, et non le peuple israélien ou l'État d'Israël. Les véritables intérêts du peuple israélien et de l'État d'Israël sont en opposition directe avec ceux du gouvernement et du Premier ministre. Notre intérêt et notre lutte, qui doivent être clairement compris, sont pour la justice, justice tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Et la justice équivaut à la paix, pas seulement à un cessez-le-feu temporaire, mais à une paix durable et authentique. Cela inclut la fin de l'occupation, un sujet dont nous pourrions discuter plus tard. En Israël, il y a malheureusement un problème social au-delà des actions du gouvernement. Le massacre monstrueux commis par le Hamas a suscité un sentiment de colère et un désir de vengeance. Par conséquent, la grande majorité des Israéliens, bien qu'étant contre le gouvernement, soutiennent la guerre ou l'assaut sur Gaza. En termes de pourcentage, combien de personnes pensez-vous qu'ils soutiennent? Je estime qu'environ 70% à 75%, c'est ce que j'imagine. Je n'ai pas vu de statistiques récentes, mais je dirais que c'est autour de 70% à 75%, peut-être même plus. Cependant, le problème est l'absence de politique et de stratégie. Il n'y a qu'un sentiment de vengeance et de colère. Bien sûr, la colère et le désir de vengeance peuvent être compréhensibles. Mais en tant qu'être humain, nous avons le droit de nous engager dans des études de neutralité. Vous vous occupez des études de neutralité, qui découlent d'une longue tradition libérale, essentiellement kantienne. Si nous nous référons à, ou même endossons momentanément, la rhétorique et les idées de Kant, nous devons toujours voir autrui comme faisant partie du royaume humain. C'est l'essence de la troisième formulation de l'impératif catégorique. Ce principe devrait nous guider même face à la colère et au désir de vengeance. Suivant la tradition kantienne et libérale, et les philosophes qui soutiennent la tradition de neutralité des États, comme Rawls, mon directeur de thèse Brian Barry et d'autres, l'une de nos caractéristiques définissantes en tant qu'être humain est la capacité de nous retenir. Nous ne devons pas laisser la vengeance, la colère ou la haine nous égarer.
Unfortunately, the government of Israel and the vast majority of the public in Israel Malheureusement, le gouvernement d'Israël et la grande majorité du public israélien ne sont pas dans cet état d'esprit actuellement. Je le déplore vraiment. Ils suivent leurs instincts, pas leur rationalité. Et bien sûr, la neutralité et la rationalité vont de pair. Donc, comme nous l'avons dit au début de notre conversation, c'est difficile pour nous parce que nous sommes relativement petits. Je ne parle pas du nombre de sièges que nous avons au Parlement, mais de l'opinion que nous représentons. Maintenant, plus que jamais, nous sommes une minorité. Nous nous accrochons à nos vues et croyons fermement que la vengeance est non seulement immorale, mais aussi préjudiciable à notre sécurité et à nos intérêts. La vengeance et la colère ne nous guideront pas. Elles ne nous mèneront nulle part. Elles nous mèneront à l'aveuglement, comme l'a dit Mahatma Gandhi, œil pour œil rend le monde entier aveugle. Malheureusement, c'est ce qui se passe maintenant. Mais cela va encore plus loin, n'est-ce pas? Je veux dire, je qualifie des gens comme M. Netanyahou et d'autres de psychopathes parce qu'il y a manifestement un cycle de violence. Ils tuent certains des vôtres, et vous tuez certains des leurs, ou même plus. Ensuite, ils essaient de vous tuer à nouveau. Cela dure depuis les 70 dernières années. C'est le même cycle qui se répète. Je comprends pourquoi nous en Occident pourrions ne pas saisir cela, car les médias de masse nous amènent à croire que l'histoire a commencé le 7 octobre, le jour de la naissance d'Israël. Selon ce récit, Israël est né sous l'assaut et a donc dû riposter. Mais ce raisonnement est erroné. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il n'est pas évident pour tout le monde à l'intérieur d'Israël qu'il s'agit d'un cycle de violence. Pour s'en libérer, il faut arrêter la violence. Absolument. Regardez, c'est un cercle vicieux dans tous les sens que vous pouvez imaginer. C'est métaphoriquement un cercle vicieux, mais aussi de manière réaliste, parce que c'est vicieux. Le fait est, comme vous l'avez dit, et je suis tout à fait d'accord, sur la base d'une pensée et d'une analyse rationnelle, ce qui nous manque actuellement, c'est la rationalité. La seule chose à laquelle la plupart des gens en Israël pensent, c'est comment prendre leur revanche, comment canaliser leur rage en plus de pouvoir, en force plus mortelle et létale. C'est ce qui motive la grande majorité en Israël en ce moment, malheureusement. Maintenant, le gouvernement, qui est composé de psychopathes, de fanatiques et de voyous fanatiques, y compris Netanyahou, est intéressé par plus de violence pour diverses raisons. En particulier, les fanatiques messianiques, comme Smotrich et Ben Gvir, qui contrôlent le gouvernement, croient réellement que cela fait partie du processus menant à la venue du Messie. Ils croient vraiment cela, et certains l'ont même dit explicitement. Un rabbin militaire, dans une vidéo devant des soldats, a déclaré que c'était le meilleur et le plus heureux mois de sa vie parce que cela mène à la reprise de Gaza, à la reconstruction des colonies, et cela, selon ses mots, est une étape vers la venue du Messie. Ces individus, et il n'y a pas d'autre mot pour les décrire, contrôlent le gouvernement. Ce sont de purs fondamentalistes, le reflet même du Hamas. Ils croient véritablement que le nombre de morts des deux côtés n'est pas significatif. Ils se moquent bien du bien-être des Palestiniens, tout comme ils se fichent des vies juives ou israéliennes. Pour eux, le sacrifice en vaut la peine car ils croient que cela amènera le Messie et leur permettra de prendre le contrôle de l'ensemble de l'Eretz Israël, le grand Israël des temps bibliques. Ils tiennent réellement à cette croyance. Maintenant, Netanyahou est uniquement motivé par son désir d'éviter la prison et de se maintenir au pouvoir. Il se soucie peu des Israéliens, d'Israël lui-même ou de ses citoyens. Il ne se préoccupe pas des Juifs, et évidemment, il se soucie encore moins des Palestiniens. Son unique objectif est d'éviter la prison. Pour cette raison, il désire une guerre prolongée. Plus le conflit dure, meilleures sont ses chances de rester au pouvoir et d'éviter un procès, ou plus précisément, une condamnation. Malheureusement, Biden soutient pratiquement cela. Oui, tout l'Occident le soutient. Mon pays, la Suisse, a condamné le Hamas comme une organisation terroriste un jour après l'attaque et s'est exprimé à ce sujet. Jusqu'à présent, ils étaient restés silencieux sur les 15 000 Palestiniens morts. Tout le bloc occidental soutient cette approche génocidaire. Nous pouvons tous voir comment Gaza a été essentiellement coupé en deux. Une moitié était complètement sous attaque, tandis que l'autre était également bombardée. De toute évidence, l'idée est de chasser les 2 millions de Palestiniens vers le Sinaï.
I mean, there is a formal document. There is a formal Je veux dire, il existe un document officiel, non classifié, publié dans le monde entier par le ministère du Renseignement d'Israël, qui détaille pourquoi il croit que la meilleure ligne de conduite est d'expulser complètement les Palestiniens de la bande de Gaza. Donc, ce n'est pas un secret, c'est même officiel. De nombreux ministres et membres de la Knesset, sans parler des leaders qui ne sont ni au Parlement ni au gouvernement, tels que les chefs des colons et les rabbins, sont très explicites. Je les cite quand je dis qu'un ministre a suggéré qu'Israël devrait larguer une bombe atomique sur Gaza. Le vice-président de la Knesset a dit qu'Israël devrait brûler Gaza. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg car ce sont les vues dominantes dans la société israélienne en ce moment. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde pense de la même manière. Absolument pas. Il y a des milliers d'Israéliens, juifs, palestiniens et autres qui s'opposent à cela et qui sont, plus ou moins, d'accord avec les opinions que je représente. Mais la majorité, pour le moment, soutient ces vues extrêmes. J'ai vraiment peur qu'ils le regrettent et changent d'avis, mais seulement quand il sera trop tard. Nous approchons d'une échéance. Et qu'est-ce que je veux dire par là? En plus de ce dont nous avons discuté, comme les massacres commis par Israël à Gaza et le nettoyage ethnique en Cisjordanie, il y a une dictature fasciste qui se forme progressivement à l'intérieur même d'Israël, persécutant les soi-disant dissidents et suspendant des étudiants des universités pour leurs publications ou tweets. suspending students from universities because of posts or tweets. Same about workers who've been fired, like teachers, including a friend of mine. En ce qui concerne les travailleurs qui ont été licenciés, comme des enseignants, y compris un ami à moi, ils ont été renvoyés simplement pour avoir exprimé de la sympathie pour les civils de Gaza et appelé à un cessez-le-feu, et non parce qu'ils soutenaient le Hamas, loin de là. De plus, il existe une interdiction totale de manifester dans les villes et villages arabes. Il est absolument interdit aux Arabes de manifester dans leur propre ville. Cette interdiction a été approuvée par la Cour suprême. Alors qu'il était permis de manifester contre la guerre à Tel Aviv, l'emplacement était relativement marginal et le nombre de participants était limité. Comme je l'ai mentionné, à Saknin et à Al-Fam, deux grandes villes palestiniennes en Israël, la police a carrément refusé d'accorder le droit de manifester, et la Cour suprême a soutenu cette interdiction policière. Cependant, il y a autre chose que je veux que tout le monde se souvienne, ce qui est peut-être encore plus important que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Itamar Ben-Gvir, le soi-disant ministre de la Sécurité nationale, est un fanatique et un bigot, pas seulement un fasciste et un raciste. Il admire Baruch Goldstein, qui a massacré 29 Palestiniens alors qu'il priait à Hébron il y a près de 30 ans. Ben-Gvir est un ministre et un partisan reconnu du terrorisme juif. Il y a quelques semaines, il a émis un décret en tant que ministre qui permet à presque n'importe qui d'obtenir des armes, spécifiquement des fusils M16, et pas seulement des armes de poing. Not guns, but M16 rifles. The vast majority, in the last month, Au cours du dernier mois, 7000 citoyens israéliens ont été armés par le ministre. armed. La grande majorité de ces individus soutiennent probablement les vues politiques de Ben Gourion, qui est considéré par certains comme un terroriste. Pour recevoir des armes, il faut participer à une cérémonie avec le ministre. Si quelqu'un refuse de participer, on suppose qu'il ne soutient pas ou ne sympathise pas avec le ministre, et son droit d'être armé est révoqué. Maintenant, il y a littéralement des milices armées de fascistes qui attendent des ordres. Je veux que tout le monde se souvienne de mes paroles car nous allons être ciblés. Tôt ou tard, comme l'a célèbrement dit le dramaturge russe Tchekhov, si un pistolet apparaît au début de la pièce, il sera nécessairement tiré plus tard. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Les gens doivent comprendre qu'en plus du massacre à Gaza et du nettoyage ethnique en Cisjordanie, et avec la fascisation de la société israélienne, il y a déjà des milliers de personnes qui constituent des milices fascistes de droite. Ils sont armés et utiliseront leurs armes contre nous. Cela pourrait arriver demain, dans un mois, ou après les élections si la droite perd. Ils n'accepteront pas la défaite. Nous nous approchons d'une guerre civile. They will not accept that. We are approaching a civil war. Docteur Kasif, c'est la formation d'une SS. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Les nazis ont formé leur propre milice, l'ont intégrée à l'État, puis l'ont utilisée contre leur propre peuple. You can see it in many fascist examples. In Italy, On peut le voir dans de nombreux exemples de fascisme. En Italie, il y avait les Arditi, le nom donné à ces voyous, similaire au Freikorps en Allemagne. Ce phénomène est évident partout où le fascisme lève sa tête hideuse. Vous pouvez trouver de telles milices fascistes dirigées par une figure fasciste, à laquelle elles sont normalement loyales. C'est ce qui se passe en ce moment en Israël.
C'est très dangereux pour tout le monde, y compris pour Israël lui-même. It's very dangerous for everybody, for Israel itself, of course. Je dois vous poser cette question. Sur le territoire contrôlé par les forces de défense israéliennes, sous un règne de facto, il y a environ 5 à 6 millions de citoyens juifs, n'est-ce pas? Il y a ensuite 6 ou 7 millions de Palestiniens non juifs et non nationaux, et peut-être environ 1 million de nationaux arabes d'Israël. Ces groupes ont des niveaux de liberté très différents. Par exemple, les gens de Gaza ne peuvent ni entrer ni sortir. Leur situation est désastreuse. En Cisjordanie, les gens peuvent se déplacer un peu, mais je crois qu'ils ne peuvent pas quitter la région. Considérant que nous pourrions être confrontés à un État fasciste qui pourrait potentiellement retourner ses armes contre son propre peuple, y compris vous, à quel moment conseillez-vous aux gens de fuir? S'ils le peuvent, ils devraient le faire. First of all, as to the numbers, between the Tout d'abord, en ce qui concerne les chiffres, entre le fleuve et la mer, il y a à peu près une répartition 50 à 50, 50% de Juifs et 50% de Palestiniens. Les Palestiniens sont divisés en 4 zones différentes. Je ne fais pas tant référence au territoire qu'à leur statut formel et pratique. Dans la bande de Gaza, il y a environ 2,5 millions de Palestiniens qui subissent un siège ou un blocus très brutal depuis maintenant 16 ans, depuis 2007. Et, comme vous l'avez mentionné, même avant le massacre et l'assaut sur Gaza, ils étaient sous un siège. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Israël contrôle toujours la bande de Gaza, contrairement au mythe selon lequel Israël a quitté la bande de Gaza lors d'un désengagement. Israël n'a pas quitté Gaza. Il est vrai qu'il a démantelé les bases militaires et les colonies, mais il a continué à contrôler la bande de Gaza, en contrôlant par exemple le carburant, l'électricité, l'eau, la nourriture, les médicaments, la mer et la côte. Les pêcheurs palestiniens ne peuvent pas aller assez loin pour vivre de leur métier car les navires militaires israéliens sont là, les en empêchant. Israël contrôle également l'espace aérien. Depuis le 7 octobre, et depuis le début de l'assaut sur Gaza, la situation s'est aggravée. Il ne s'agit pas seulement du nombre de morts et de la destruction totale. Tout le monde peut lire les rapports de différentes organisations de défense des droits de l'homme et des Nations Unies. Même l'Union européenne a émis une déclaration hier, je crois, selon laquelle le nombre de citoyens de Gaza tués par Israël est le plus élevé du XXIe siècle, dépassant toutes les autres guerres, y compris la guerre en Ukraine. Par conséquent, la situation à Gaza est probablement la pire, et le statut des Palestiniens à Gaza était déjà désastreux avant le massacre commis par le Hamas et la guerre qui a suivi. La situation des Palestiniens en Cisjordanie est déjà critique. Comme je l'ai mentionné, il y a un nettoyage ethnique en cours, qui se déroulait déjà avant le récent massacre. Au cours de la dernière année, sous le gouvernement actuel, bien que cela ait commencé plus tôt, les colons se sont étendus. Selon le droit international, toutes les colonies sont illégales. Il y a aussi ce qu'on appelle des avant-postes, qui sont illégaux même selon la loi israélienne. Ce gouvernement a interdit à l'armée israélienne de démanteler ces avant-postes, donc la plupart d'entre eux subsistent. Ces avant-postes sont essentiellement des nids de terreur. Les colons qui les établissent, et je dirais peut-être 100% d'entre eux, peuvent être considérés comme des terroristes juifs. Depuis plus d'un an, ils commettent des pogroms contre les Palestiniens, coupant des arbres, brûlant des champs et incendiant des maisons avec les résidents à l'intérieur. Maintenant, sous le couvert de la guerre, les pogroms perpétrés par les colons se sont intensifiés, devenant plus forts, plus grands et plus omniprésents avec le soutien de l'armée et les encouragements du gouvernement. En ce qui concerne la situation des Palestiniens vivant dans Jérusalem Est occupée, ils souffrent d'un nettoyage ethnique depuis longtemps, semblable à celui de leurs homologues en Cisjordanie, et par certains aspects, encore plus. Bien qu'ils soient considérés comme résidents israéliens et que, sur le papier, leur situation semble meilleure que celle des Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, en réalité, elle peut être encore pire. Jérusalem a été formellement annexée par l'État d'Israël, mais les Palestiniens qui y vivent ne sont pas citoyens. Bien sûr, il y a des conséquences, notamment en ce qui concerne les démolitions de maisons. Sheikh Jarrah, un quartier bien connu occupé par Israël, a subi des violences continues de la part des colons protégés par la police. Le quatrième statut concerne les 20% de citoyens palestiniens d'Israël qui sont palestiniens. Ils sont, comparativement, dans une meilleure situation. Ils peuvent voter,
être élus, et jouissent de la liberté d'expression et du droit de manifester, des libertés que les Palestiniens des 3 autres statuts que j'ai mentionnés n'ont pas. Cependant, ils sont loin d'être des citoyens égaux. Ils ne sont pas seulement menacés, mais il y a aussi une guerre menée par le gouvernement contre les citoyens palestiniens en Israël. Ceux qui ont été persécutés, arrêtés, interrogés, emprisonnés, suspendus et renvoyés de leurs emplois et universités sont principalement des citoyens palestiniens, 90% d'entre eux, en fait. Cette situation est un exemple classique d'apartheid. Les gens pensent souvent à l'apartheid comme à 2 systèmes juridiques différents, mais ils oublient que l'un des aspects fondamentaux de l'apartheid était de diviser pour mieux régner, en ségrégeant la population non blanche en différents bantoustans et groupes. C'est exactement ce qu'Israël a fait, distinguer les Palestiniens de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et les citoyens palestiniens en Israël. Cela ressemble fortement au système d'apartheid, entre autres choses. La situation ne cesse de se détériorer, compte tenu du soutien de la communauté internationale, principalement de l'Europe et des États-Unis. Oui, et je m'excuse. Ma question était stupide car, évidemment, le but ultime de ces extrémistes fascistes est de se débarrasser de tous les groupes de personnes qu'ils n'aiment pas. Donc, ils ne souhaiteraient rien de plus que de tous les faire disparaître. Mais si je peux me permettre. Oui, ce que vous venez de dire n'est pas imaginaire. Les gens doivent comprendre. Le même Smotrich que j'ai mentionné précédemment, qui est actuellement ministre des Finances et sert également de ministre au sein du ministère de la Défense, est l'un des pires bigots et racistes de la politique israélienne. Juste pour comprendre à qui nous avons affaire, il a été arrêté lors du plan de désengagement alors qu'il était en route pour prétendument commettre un attentat terroriste. Il n'a jamais été inculpé, pour des raisons qui ne sont pas claires, mais ce n'est pas parce qu'il était innocent. Ce n'est pas tout. Il y a quelques années, en tant que membre de la Knesset, il a déclaré explicitement qu'il refuserait de permettre à sa femme d'être dans la même pièce qu'une autre femme lorsqu'elle accouchait. C'est ce type. En 2017, il a publié un plan qui s'appelle le plan de soumission. Il est disponible en anglais aussi, vous pouvez le rechercher sur Google et le trouver. Il se compose de 3 composants principaux. Premièrement, Israël doit annexer les territoires palestiniens occupés sans accorder de droits fondamentaux aux Palestiniens. Cela signifie transformer l'apartheid pratique en un apartheid officiel, bien que certaines lois l'aient déjà fait, mais cela le pousserait à l'extrême. Deuxièmement, les Palestiniens qui ne sont pas disposés à accepter leur statut de sujet plutôt que de citoyens seront expulsés. Troisièmement, ceux qui résistent vont être tués. C'est quelque chose qu'il a publié. C'est un ministre majeur, pas mineur, de nos jours. Il contrôle le budget et influence Netanyahou car Netanyahou dépend de Smotrich, Ben Gvir et d'autres. La liberté de Netanyahou dépend de leur soutien car il sait que sans cela, il pourrait finir en prison. Donc, il contrôle effectivement le gouvernement. Ce que nous voyons maintenant, ce sont 3 stratégies différentes pour mener à bien le plan de soumission, une attaque génocidaire sur Gaza, un nettoyage ethnique en Cisjordanie, et une dictature fasciste, en particulier vis-à-vis des citoyens palestiniens à l'intérieur d'Israël. Il y a un plan ici. Ce n'est pas un accident. Cela ne s'est pas juste produit ou tombé sur nous par hasard. Le gouvernement d'Israël a tenté de réaliser ce plan de soumission à travers ce qui a été présenté comme une réforme judiciaire, mais en réalité, ils ont tenté un coup d'État pour réaliser le plan de soumission. Ils ont échoué, principalement à cause des protestations, et maintenant ils utilisent le massacre monstrueux perpétré par le Hamas comme excuse pour continuer avec la réalisation de ce plan fasciste. Une question que j'ai en tête, que je sais que vous avez déjà abordée, concerne la rationalité. Cependant, l'idée que certains ont suggérée est que les extrémistes envisagent une solution à 3 États, qui impliquerait d'expulser les Palestiniens vers l'Égypte, la Jordanie et le Liban pour créer une société ethniquement homogène. Les fondamentalistes israéliens soutiennent, de leur point de vue, qu'ils ont une revendication ancienne sur la terre, remontant à 2000 ans. Ils se considèrent comme les habitants originels qui ont été expulsés, les Palestiniens étant les étrangers. Selon leur logique, les Israéliens sont les véritables prétendants à la terre et ont le droit de la réclamer. Cet argument est parfois entendu ici. Cependant, pour ceux qui préconisent cela,
Ne réalise-t-il pas que déplacer de force 6 ou 7 millions de Palestiniens ne serait pas oublié? Un tel acte serait commémoré pendant des centaines d'années et pourrait être la source de siècles de violence de masse. Yeah, I agree with you, but as I said before, and you refer to it a second. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais comme je l'ai dit précédemment, et comme vous l'avez mentionné il y a un instant, nous analysons leur perception en utilisant des outils rationnels. Et à juste titre, nous devons le faire. Je pense que c'est la bonne approche. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas rationnels. S'ils le sont, c'est dans le sens weberien de la rationalité instrumentale. Cela signifie qu'ils ont un objectif qui est complètement irrationnel. Leur but est la vision fondamentaliste messianique du retour du Messie, de la reconstruction du temple sur les ruines d'Al-Aqsa, et toutes ces absurdités. C'est leur objectif ultime, et les moyens pour l'atteindre doivent être choisis rationnellement. Cela signifie qu'ils réfléchissent à quelle est l'action la plus rationnelle pour atteindre leur but irrationnel. Mais puisque l'objectif est complètement irrationnel, pour le moins qu'on puisse dire, les moyens sont nécessairement irrationnels aussi, du moins du point de vue du rationalisme essentiel, pas de celui instrumental. Ils n'en sont pas là. C'est comme deux lignes parallèles qui ne peuvent se rencontrer. Il n'y a aucun terrain d'entente avec ces fanatiques. Pas de terrain d'entente du tout. Je veux dire, vous et moi, nous pouvons être en désaccord parce que, vous savez, un philosophe très important, en particulier dans la philosophie du langage, Donald Davidson, je crois. Je ne me souviens pas exactement de son nom. Je pense que c'est Donald Davidson. Je devrais vérifier plus tard parce que je ne suis pas sûr de me souvenir correctement du nom. Quoi qu'il en soit, il a dit que pour être en désaccord, il faut d'abord avoir ce qu'il appelait un accord massif. Parce que s'il n'y a pas d'accord, on ne peut pas avoir la capacité de désaccorder. Pour être en désaccord, il faut avoir quelque chose en commun afin de pouvoir comprendre ce avec quoi on n'est pas d'accord. Avec ces individus, il y a à peine un accord pour même commencer un débat. C'est un monde complètement différent. That's another world. Totally another world. La situation actuelle en Israël, telle que vous l'avez décrite, est désastreuse et absolument catastrophique. Je ne vois pas comment cela peut continuer. Avez-vous l'espoir qu'une action positive, non seulement théorique mais réaliste, puisse être entreprise pour désamorcer cette tragédie? Look, I'm a philosopher. J'admire un philosophe, un marxiste, Antonio Gramsci, un communiste italien. Il disait qu'un socialiste doit être un pessimiste de l'intellect mais un optimiste de la volonté. J'essaie de me tenir à cette devise. Cela signifie que nous devons nous préparer au pire mais lutter pour le meilleur, en croyant que le meilleur est réalisable. Je crois fermement en cela. C'est pourquoi je ne suis pas prêt à capituler, malgré tous les prix que j'ai payés et pourrais encore payer. Mais personne ne me réduira au silence, ni mes amis, ni mes compagnons, car nous luttons pour l'avenir de nous tous. On nous accuse de trahison, d'être une cinquième colonne, d'autodétestation. On m'accuse d'être un juif qui se hait lui-même. Mes amis palestiniens qui aiment la paix, sont accusés d'antisémitisme et de toutes ces absurdités. Nous poursuivrons notre partenariat et notre fraternité dans notre lutte. Il n'y a pas d'autre voie qu'un partenariat judéo-palestinien et arabo-israélien. Il n'y a pas d'autre voie. Ceux des deux côtés qui recherchent la pureté n'auront jamais de succès. Les Palestiniens et les Juifs qui s'opposent à la fraternité entre Palestiniens et Juifs, entre Arabes et Israéliens, échoueront finalement. Peut-être pas demain, peut-être même pas en un an, mais c'est la réalité. Sisyphus. Je m'excuse, l'audio a été coupé parce que quelqu'un m'a appelé. Cependant, nous allons continuer. Je suis confiant que nous finirons par triompher. Je ne vivrai peut-être pas assez longtemps pour le voir, mais je ferai tout mon possible pour assurer que la prochaine génération puisse en jouir. La victoire est inévitable. Il n'y a pas d'autre avenir que celui exempt d'occupation, de suprématie et de racisme. Le seul avenir que nous avons est celui de la fraternité entre Palestiniens et Juifs, Israéliens et Arabes, et d'autres. C'est l'avenir, et je suis certain que nous l'atteindrons. Il y a deux choses que je dois dire. Premièrement, je fais appel à la communauté internationale, ne cautionnez jamais l'antisémitisme. S'opposer à l'occupation, à l'assaut meurtrier sur Gaza et au gouvernement d'Israël ne revient pas à de l'antisémitisme. Quiconque cautionne l'antisémitisme est tout simplement un raciste, rejoignant le visage malade et laid du racisme. Toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme et l'islamophobie, appartiennent à la même famille méprisable de haine et de suprématie.
Ne vous alignez pas avec eux. S'opposer à l'occupation et à l'assaut sur Gaza est un impératif moral. De même, s'opposer à l'antisémitisme et condamner les massacres commis par le Hamas est également un devoir moral. Ne confondez pas les deux et ne vous laissez pas tromper par ceux qui cherchent à vous égarer. By some people who want to lead you astray. Docteur Kazif, vous avez tout à fait raison. Quiconque dit que quelqu'un doit mourir a tout simplement tort. Alors, je vous soutiens et je prie pour votre réussite. Vous avez le soutien de millions, de dizaines de millions, voire de centaines de millions de personnes à travers le monde. Le problème, c'est qu'ils ne parlent pas d'une seule voix. Mais vous avez toute notre sympathie. Docteur Kazif, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Tous mes meilleurs vœux. All the best.